Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence ce forum. Il nous manque un intervenant, on espère qu'il nous rejoindra, sans doute la circulation qu'il a retenue. Bienvenue à tous, je suis très heureux d'introduire cette 28e session des forums Smart Grids de la Commission de régulation de l'énergie. Celui-ci est consacré à un sujet qui suscite tout particulièrement beaucoup à la fois autant de fantasmes que de méfiance, la technologie des blockchains. Et donc j'espère que ce sujet-là suscitera autant de débats animés que les 27 autres sujets qu'on a pu avoir l'occasion de traiter dans cette salle. Je voudrais, pour introduire nos échanges, vous proposer de premiers éléments de réflexion. D'abord, quelques éléments sur la technologie des blockchains de façon générale. Ensuite, évidemment, son application au secteur de l'énergie. Et puis, je terminerai par quelques éléments sur les limites qu'on connaît tous et que je voudrais partager avec vous. Alors, sur les blockchains en tant que technologie, je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer par en parler en disant que c'est une technologie qui est à la mode. Et c'est aussi une technologie de rupture et pas forcément pour les raisons qu'on croit. Sur le caractère à la mode de la technologie, je pense qu'on est très clairement à un moment où on se situe en haut du cycle du hype de Gartner, avec une technologie qui suscite beaucoup d'attention. Je pense qu'on a un peu changé d'époque. Il y a quelques années, on en était encore à des réactions sur les blockchains qui étaient assez négatives, sans doute inspirées par la première utilisation qui en a été faite dans le cadre des bitcoins, qui permettait d'acheter toutes sortes de marchandises souvent illégales. Je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans un moment où la technologie suscite beaucoup d'attention, mais on voit apparaître évidemment depuis quelques années une attention plutôt industrielle et sans doute plus riche de promesses pour le développement de la technologie. Je vous propose quelques chiffres pour l'illustrer. La première, c'est que si on remonte seulement à 3 ans en arrière, c'est plus de 2500 brevets qui ont été déposés sur cette technologie, ce qui montre l'attention qu'elle suscite. Et puis deuxième illustration, le deuxième chiffre que je vous propose, c'est le World Economic Forum qui nous prédit que 10% du PIB mondial en 2025 sera généré sur des plateformes de bitcoins. Je crois que j'arrive au moment difficile de mon propos introductif. C'est le moment où il faut que je m'essaye à une définition de la blockchain. Je vous la propose avec 3 caractéristiques dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sans doute. C'est évidemment une technologie de stockage et de transmission d'informations qui se fait de manière transparente et sécurisée. Et puis, dernier élément, en fonctionnant sans organe de contrôle, sans organe centralisé. Alors, elle est réputée pour son caractère décentralisé, bien sûr, pour son caractère infalsifiable également. Il faut tout de suite ajouter infalsifiable, combien de divisions en face, quelle puissance de calcul peut-on mettre en face de ce caractère infalsifiable. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Ça explique en tout cas pourquoi elle est aujourd'hui principalement utilisée dans le cadre de la réalisation de contrats. C'est les smart contracts qui permettent de façon automatisée, à partir de paramètres prédéfinis, d'automatiser des contrats. Une technologie donc à la mode, une technologie qui se développe, une technologie de rupture aussi. Il y a évidemment tous les sous-jacents technologiques qui ont permis de mettre en place ce système de registres distribués, transparents et sécurisés. Moi, je crois que la vraie révolution, elle n'est pas seulement technologique, elle est surtout sociétale. Ce que cette technologie du blockchain permet, c'est cette désintermédiation des échanges et le fait qu'avec la disparition du recours à un tiers de confiance, on voit arriver sur le devant de la scène des acteurs qui étaient auparavant désintermédiés par un tiers de confiance. Alors c'est sans doute là la vraie révolution, et si on applique cette grille de lecture au secteur de l'énergie, on voit tout de suite ce que ça peut entraîner, puisque la technologie des blockchains est sans doute l'une des technologies qui peut accompagner la nouvelle évolution du rôle du consommateur, jouant un rôle plus actif que par le passé dans la transition écologique, avec une participation plus active, plus directe à la production d'électricité, à la production d'énergie de façon générale, et puis aux différents mécanismes d'échange qui peuvent exister. J'ai commencé à développer la question de l'application de la technologie des blockchains au secteur de l'énergie. Est-ce que ça nous concerne de façon massive? Bien sûr, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Une fois la boutade mise de côté, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sans doute une des technologies qui a le potentiel de bousculer notre système énergétique, pas sur les questions de production, c'est pas là que ça se joue, mais simplement parce que ça peut permettre une remise en question des modèles d'affaires
tels qu'ils ont été définis depuis l'ouverture des marchés à la concurrence dans les années 2000. Et puis ça peut conduire aussi, c'était en ça qu'il y a pour moi une révolution sociétale potentielle, une redistribution des rôles des acteurs dans les systèmes énergétiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une révolution, est-ce qu'elle s'amorce, est-ce qu'elle va s'accélérer? En tout cas, on voit se développer de premiers projets très concrets. J'en citerai qu'un seul, qui est sans doute le plus connu, le plus médiatisé, qui est le Transactive Grid implanté à Brooklyn, qui permet un échange d'énergie en peer-to-peer avec des consommateurs qui produisent de l'électricité via leurs propres panneaux solaires et puis qui vendent leur surplus de production aux autres membres de la communauté sans passer par un tiers grâce à un système de blockchain. Si on regarde les différents projets qui sont en train de se développer autour de cette technologie des blockchains, je crois que ça permet de dresser une première grille de lecture des thématiques sur lesquelles la technologie blockchain va impacter le système énergétique. J'en retiens 4 principales que je vous soumets. Je pense que d'une part, ça aura un impact fort sur l'optimisation des processus, avec des processus qui vont être de plus en plus automatiques, et donc une diminution des coûts de transaction, et donc des coûts de gestion, des coûts de SI, et donc une nouvelle façon de gérer le système énergétique. Deuxième impact potentiel, c'est évidemment sur la transparence, le fait qu'on arriverait à un système dans lequel il y aurait une transparence bien plus grande des transactions, mais aussi des données énergétiques. Troisième impact sur la traçabilité, ce qui découle du point précédent, traçabilité de l'énergie consommée et de l'énergie produite. Et puis enfin, dernier élément sur la fiabilité, modulo ce que je disais sur la puissance de calcul, on est dans une technologie qui va permettre de renforcer la fiabilité des transactions et de les rendre réputées fiables et quasi infalsifiables. Technologie donc pleine de promesses. Il faut quand même dire en introduction toutes les incertitudes que ça peut susciter et toutes les limites à leur développement potentiel. Technologie qui a bientôt 10 ans et une technologie pour laquelle je vous propose 3 séries de limites. Je crois que d'abord il y a des limites qui sont d'un ordre technologique sur les blockchains. Nous avons des outils qui ne sont sans doute pas encore assez standardisés pour permettre une généralisation vraiment massive. Et puis de façon générale, une technologie qui n'est pas tout à fait mature, avec des risques liés à la cybersécurité qui posent la question de leur développement. Deuxième série de limitations, les limitations de nature réglementaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le cadre réglementaire de l'usage de ces technologies n'est pas encore tout à fait stabilisé. Il y aura sans doute beaucoup de débats avant qu'on parvienne à déterminer ce que peut être ce cadre. Quelle est la validité des smart contracts, et puis toute une série de questions plus ponctuelles, mais qui toutes vont être traitées les unes après les autres. Je prends juste une illustration. On sera face à des registres transparents, accessibles à tous. C'est ça qui fait le caractère infalsifiable. Quid de la protection des données personnelles? Il y a évidemment des solutions, mais c'est quelque chose qu'il faudra structurer un peu plus que ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, dernière série de limites que je vous soumets, c'est le coût d'utilisation de la technologie, avec une apparente contradiction qui est nichée dans le système, à savoir, plus la technologie blockchain est utilisée à une grande échelle, plus le nombre d'acteurs et le nombre de données est important, plus la puissance de calcul nécessaire est importante, et donc le coût sous-jacent et potentiellement l'impact sur la consommation énergétique que ça peut entraîner. Voilà quelques éléments pour poser le cadre de notre débat. De nombreux avantages, une technologie qui n'en finit pas de grandir depuis 10 ans, encore beaucoup de limites, et en tout cas une appétence très très forte sur les différents usages qui pourraient en être faits, beaucoup de projets qui nécessitent qu'on y regarde de plus près, qu'on essaie de voir le paysage que ça brosse. Et pour nous aider à brosser le paysage de cette technologie aujourd'hui, 4 intervenants que je remercie vivement pour leur participation à ce forum, alors 3+1, qui nous brosseront chacun de son point de vue la vision qu'ils ont de cette technologie. Nous aurons Jörn Erkbuth, consultant IT, qui est doctorant et enseignant à l'Université de Genève, qui viendra nous expliquer les tenants et aboutissants de la technologie des blockchains. Monsieur Julien Gilles, ingénieur chez Sunshine, qui met en œuvre un projet d'autoconsommation collective utilisant la technologie blockchain à Perpignan. Et puis maître Cécile Cessac, avocate, qui viendra nous expliquer si tout ce que j'ai dit sur le cadre réglementaire qui reste encore à stabiliser est juste ou pas. Et puis nous serons aussi rejoints par monsieur Éric Mazoyer, qui est directeur général délégué de Bouygues Immobilier, qui essaie de se diriger vers la Creux à la vitesse la plus importante possible, et qui nous présentera une autre application concrète des blockchains, cette fois dans le cadre du projet que Bouygues Immobilier mène à Lyon Confluence. Jörn,
C'est à vous. Merci. Bon, vous avez déjà introduit la blockchain. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer quand même d'entrer dans des détails. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr le stockage des données. On stocke des... C'est mieux comme ça? Oui. On stocke des données dans une façon des blocs. Donc, les blocs sont toujours ajoutés, jamais effacés, jamais modifiés. Donc, ça rend la blockchain immuable. C'est distribué dans le monde. Donc, il y a des milliers de serveurs qui contiennent la même information et ça protège bien sûr aussi les contenus. Et c'est décentralisé, il n'y a pas d'acteur central et c'est sécurisé par des algorithmes. C'est le proof of work souvent, ce que ça veut dire que c'est la puissance de calcul qui le protège et la cryptographie. Quand on regarde, ça donne un moteur de confiance. La blockchain, ça donne une confiance qu'on n'a pas autrement de la technologie. Donc autrement, il y a des acteurs, il y a des organisations, des gens, etc. Mais la blockchain, ça donne une confiance anonyme, distribuée, décentralisée. Ça donne la confiance dans l'immuabilité des données et la confiance en adhésion aux règles qui sont transparentes sur la blockchain. Ça a commencé avec le Bitcoin il y a 7-8 ans. Et le Bitcoin a des règles assez simples. On ne peut pas transférer des Bitcoins qu'on n'a pas. Il faut signer avec les clés du compte. Et c'est à peu près ça. Un peu plus compliqué en détail, mais à peu près ça. Avec ça, on a la puissance de faire des transactions directes sans intermédiaire, sans banque. Si on veut faire des autres transactions sur une blockchain, il faut soit créer une autre blockchain, soit utiliser une blockchain qui est configurable. On peut créer des propres règles sur Ethereum. Là-bas, c'est appelé smart contract. Donc, les smart contracts sont les règles pour un système spécialisé sur une blockchain. Maintenant, il y a plein des acteurs qui ont commencé d'établir des projets dans tous les domaines, aussi dans le domaine des énergies, qui essayent d'utiliser la blockchain pour désintermédier les marchés. Mais il y a aussi des défis. Il y a des défis techniques. Les blockchains, la plupart, sont très énergivores. Par exemple, le Bitcoin a une consommation de 19 TWh par an, Ethereum 5 TWh par an. C'est la production de plusieurs centrales nucléaires. Donc si on veut utiliser ça pour établir l'énergie renouvelable, c'est un peu une contradiction. Ça consomme à peu près 39 kWh par transaction Ethereum. C'est une moyenne, mais c'est quand même très très haut. Et il faut des solutions. Il y a des solutions. Pour ça, il y a le Proof of Stake qui consomme beaucoup moins, qui sera établi introduit avec Ethereum dans la prochaine version. Donc, il y a des concepts qui sont en train de s'établir pour rendre la blockchain juste pour les projets qu'on peut faire avec. Il y a la mise à l'échelle qui est aussi un problème. Sur Ethereum, on a actuellement un maximum de 15 transactions par seconde. Si on pense à mettre tous les foyers, toute la consommation énergique des foyers, toutes les données des journaliers ou 15 minutes, tranche de 15 minutes,
C'est pas possible avec Ethereum. C'est beaucoup plus trop de données. Les transactions sur Ethereum sont chères, 30 centimes par transaction, ça ne marche pas non plus. Et la blockchain Ethereum, c'est long, 2 blocs par seconde. C'est déjà beaucoup mieux que Bitcoin. Bitcoin a 6 blocs par heure. Mais pour des transactions en temps réel, 2 blocs par seconde, ça ne suffira pas non plus. Il y a des concepts pour résoudre ces défis, mais ils ne sont pas tous là. Donc c'est une technologie qui se développe. Pour certaines choses, ça marche déjà, mais pour la mise en échelle, ce n'est pas encore prêt. Il y a aussi les défis juridiques. Comme vous avez dit, protection des données. On peut crypter des données sur les blockchains, on peut appliquer les Zero Knowledge Proof, c'est tout sauf possible. Mais il y a une chose qui n'est pas possible, de doubler les choses qui sont déjà visibles sur une blockchain. Et ça, bien sûr, c'est en conflit avec le droit à l'oubli. Il y a aussi une autre question pour les blockchains publics avec les applications autonomes. Comment est-ce qu'on va résoudre les conflits? Comment est-ce qu'on va établir une gouvernance? Ça veut dire, on met un smart contract, on met des règles sur une blockchain, mais quand les règles ne sont pas justes, quand il y a un bug, ou quand on a une situation où le droit prescrit d'agir autrement, c'est pas possible, c'est pas facilement possible. Il faut introduire une gouvernance, il y a des discussions comment le faire, mais c'est aussi un défi qui n'est pas encore résolu. Il y a des alternatives aux blockchains publiques. Il y a des permission blockchain ou consortium blockchain. Ça veut dire que c'est une blockchain qui est limitée à des acteurs connus qui sont tous contrôlés. On les connaît tous. Ça a beaucoup des avantages. En même temps, ça perd les avantages des blockchains publiques. On peut aussi avoir des blockchains complètement privées. Ça veut dire que tous les nœuds sont sous contrôle d'un seul acteur, mais sauf pour des tests, ça ne fait pas vraiment du sens. Parce qu'on peut aussi mettre un système d'un serveur classique et on va avoir le même niveau de confiance. Si on compare les solutions différentes entre serveur classique, blockchain privé, permission blockchain ou consortium blockchain et blockchain public, on peut voir que la sécurité, c'est clairement supérieur avec les blockchains publics. Avec les permission blockchain, c'est un peu moyenne. Et blockchain privé et serveur classique, c'est la base qu'on a avec, bien sûr, nos systèmes actuels. C'est un peu la même chose avec l'immuabilité. Avec un serveur classique, l'administrateur peut changer les données. C'est un peu la même chose avec les blockchains privés. Peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable par l'administrateur. Avec les permission blockchain, on a quand même un groupe qui doit se mettre d'accord ou un acteur qui doit le faire et ça reste visible qu'on a modifié, manipulé les données. Et avec une blockchain publique, c'est très dur. C'est le cas des hard forks. La consommation d'énergie, malheureusement, augmente aussi beaucoup avec les blockchains publics, mais avec les proof of stake, on peut éviter ça. Donc là-bas, il y a déjà une solution qui est très proche. On a la capacité et performance qui est beaucoup mieux avec les serveurs classiques, qui n'est pas très bien avec les blockchains. Donc il faut vraiment justifier d'utiliser une blockchain parce que c'est un coût. Cette confiance a un coût assez haut. Quand on regarde la transparence, c'est le champ où les permission blockchain ont leur avantage.
parce qu'avec les permission blockchain, on peut faire des manipulations, c'est possible, mais on ne peut pas faire des manipulations qui ne sont pas détectables. Donc, dans ce cas-là, les permission blockchain ont leur avantage. Donc, avec cette comparaison, je vous remercie de votre attention et je serai là pour la discussion après. Merci. Merci beaucoup pour ce paysage brossé de façon assez stratégique des sujets blockchain. Je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec des applications concrètes, parce qu'on a compris que si jamais on voulait généraliser la technologie, vu d'aujourd'hui, c'était cher, ça consommait de l'énergie, il y avait pas mal d'inconvénients. Et donc, Monsieur Moiselier, bienvenue. Je vous propose de prendre la parole à présent pour nous présenter la façon dont Bouygues Immobilier utilise la technologie. C'est à vous, à Lyon Confluence. Bonjour, moi je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est bien compliqué pour un promoteur. Et je vais essayer d'abord de vous expliquer pourquoi nous on est un peu là-dedans. Alors on y est qu'un tout petit peu. Voilà, c'est pas dans l'ordre. D'accord. Ça ne marche plus. Ah. Trahi par la technique. Ah oui. Faire attention avec la blockchain. Voilà, alors nous, en fait, qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Bouygues Immobilier, on est le co-leader, parce qu'on est deux avec Nexity, de la promotion immobilière en France. Donc en fait, notre métier, c'est de créer des espaces de vie, des appartements, des bureaux pour les entreprises, des centres commerciaux, des endroits pour se divertir. Et très rapidement, depuis une dizaine d'années, on a basculé toute l'entreprise vers une stratégie de développement durable. Et donc, on s'est mis à faire ce qu'on appelle des immeubles à énergie positive. Rapidement, un immeuble à énergie positive, c'est un immeuble qui consomme très très peu et qui produit de l'énergie. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on sortait un peu de notre métier parce qu'en plus d'être promoteur, de construire des espaces de vie, on embarquait en plus des centrales de production énergétique. Donc la première question qui s'est posée, mais que faire de cette énergie puisqu'on fait des immeubles vertueux? Donc les premières opérations à Meudon, il y a une dizaine d'années, évidemment on est rentré dans le cadre d'un contrat de partenariat et de revente de l'énergie produite à nos amis de RDF à l'époque, qui ne s'appelait pas encore Enedis, dans le cadre d'une convention qui était assez intéressante, puisqu'ils nous rachetaient 60 centimes d'euros, ce que nous-mêmes nous rachetions à 8 centimes d'euros. Autant vous dire qu'on produisait vraiment beaucoup d'énergie renouvelable. Évidemment, ils se sont rapidement rendus compte que ce n'était pas très intelligent, et donc les opérations d'après, on en est au 27e immeuble énergie positive, donc on a maintenant une technologie qui est bien maîtrisée. Évidemment, rapidement, on a fini par se mettre d'accord avec eux pour dire que l'intelligence consistait à autoconsommer ce qu'on produisait, pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'injectait pas dans le réseau de façon non prédictive de l'énergie qui n'était pas prévue par RDF, et ça ne les intéressait pas forcément au moment où on produisait de l'énergie de l'avoir. Et la deuxième, c'est que finalement, en autoconsommant, on fait baisser la pression sur la demande de l'énergie, ce qui est plutôt intelligent dans un pays où, me semble-t-il, le lobby politique est plutôt à la tendance de la baisse de la production de l'énergie par nucléaire plutôt qu'à la construction de nouvelles centrales. Voilà. Ça, c'est pour introduire un peu le sujet. Donc, rapidement, on est passé de l'échelle de l'immeuble à énergie positive, énergie positive à ce qu'on appelle le territoire à énergie positive. Alors, le territoire à énergie positive, c'est quoi? C'est finalement de se dire que comme on ne sait pas stocker de l'énergie, il y a une vraie intelligence dans notre métier à produire des morceaux de ville qui sont mixtes, dans lesquels on mélange du logement, du commerce et du bureau, pour une raison extrêmement basique et simple, c'est que ces gens-là ne consomment pas au même moment. C'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes à votre bureau, vous ne consommez pas trop chez vous, puisque par essence, vous n'y êtes pas. Donc on arrive à mieux répartir finalement notre production, à mieux autoconsommer et à limiter le problème du stockage de l'énergie, qui est un réel problème. Alors on a démarré, après je vais vous parler du démonstrateur de Confluence, mais c'est intéressant de voir, on a démarré une première expérimentation avec Gérard Collomb à l'époque sur Confluence, où là l'idée c'était de vraiment réaliser un îlot à énergie positive en quasi-autarcie énergétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mixé des immeubles avec du bureau et du commerce, et c'est devenu le siège de Deloitte à Lyon. On a fait ensuite à côté, en même temps on a fait à côté un immeuble qui est mixte, des commerces, une couche de bureaux et des logements sur le toit. Et puis on a un troisième bâtiment dans lequel on a fait
des commerces et des bureaux. Le tout monté sur un parking et un espace de jardin commun. Et on a mutualisé l'ensemble de la production énergétique et de la consommation de l'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, quand il n'y a personne via un grid privé, bien entendu, puisqu'on a une petite filiale qui s'appelle MBix, qui est une petite filiale qui est gestionnaire de grid, qui apprend à gérer un grid privé, je dis bien parce que c'est compliqué, et donc l'ensemble des bâtiments est branché sur un grid privé, et quand le week-end, les panneaux photovoltaïques des bureaux produisent de l'énergie alors que personne ne travaille, donc on ne peut pas autoconsommer, on renvoie cette énergie dans les logements où on est en train de regarder la finale de je ne sais pas trop quel match, où les gens vivent dans leur logement. Rapidement, on s'est rendu compte que les clients étaient extrêmement intéressés par le sujet, c'est-à-dire qu'il y avait une réelle... Notre ambition, c'était quand même de mettre le consommateur au cœur de cette problématique énergétique, autrement ça n'a pas de sens. Et rapidement, ils nous ont dit qu'ils aimeraient comprendre exactement ce qu'ils consommaient, à quel moment dans leur logement ils consomment de l'énergie verte, à quel moment ils font appel plutôt au réseau. Et là, on s'est trouvé face à une difficulté, c'est que quand on appelait nos amis d'Enedis, les données ne sont pas très très simples à obtenir. Donc les données énergétiques personnelles sont complexes à obtenir de la part du provider d'énergie. Ensuite, elles sont extrêmement encadrées en termes de confidentialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, en tant que promoteurs, et même notre filiale MBix, on a beaucoup de mal en fait à avoir des données très très précises pour éviter d'être intrusif dans la façon dont vivent les gens dans leurs appartements. Donc une exigence vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'habitant. Et puis quand on fait ça, on était obligé de passer par Enedis, un tiers de confiance, et c'était payant. Donc rapidement, on s'est dit, mais finalement, à partir du moment où on mutualise de l'énergie, à partir du moment où on a un grid, pourquoi on ne passerait pas carrément à un système qui est un système fermé d'échange d'informations entre tous les habitants d'un écoquartier avec son grid privé. Et c'est l'expérience que nous avons mis en route donc, dans le cadre de Lyon d'Eureka Confluence. Donc, vous connaissez tous la presqu'île de la Confluence à Lyon, donc, sur lequel il y a une DARS. Donc notre première opération, c'est l'opération qui est ici, dont je vous ai parlé, Icari. Et donc on s'est proposé, on a proposé en fait à Gérard Collomb et à l'aménageur de Confluence de passer une échelle un peu plus grande, donc d'aller vraiment sur un îlot où là il y aurait une douzaine de bâtiments et de mettre en connexion ces 12 bâtiments qui sont mixtes, logements, bureaux, commerces et équipements publics, montés sur un parking mutualisé, et de faire de cet écoquartier un test, ou du moins un POC, permettant de déterminer quelles sont en fait les modifications réglementaires qu'il faudrait que nous obtenions pour pouvoir faire en sorte que cet îlot soit en autarcie et puisse vivre tranquillement, pratiquement décroché du réseau, mais ce n'est pas le cas, je vous rassure, il est quand même raccroché au réseau. Alors évidemment, autour de ça, il y a tous les usages urbains qu'on peut développer autour de cette plateforme. Alors on appelle ça le blockchain, en sachant que c'est un peu impropre dans notre cas à nous de Lyon Confluence, puisque en fait chaque acquéreur de ce futur vélo va effectivement être attributaire d'une adresse URL privée cryptée qui lui permettra de se mettre en relation directe avec l'ensemble des acteurs de cet îlot et qui lui permettra de partager des informations qui sont confidentielles et qui sont échangées de tiers à tiers sans aucun tiers de confiance. Alors, l'intérêt, c'est l'inviolabilité, mais ça, vous en avez parlé visiblement avant que j'arrive. Donc, elle protège évidemment efficacement les données. Alors, la limite, c'est quand même c'est la limite de la clé qu'on donne à chaque porteur d'adresse URL, parce que, évidemment, c'est inviolable si on ne balance pas la clé ou si la clé n'est pas volée ou si elle n'est pas mise dans des mains impropres. Le deuxième point, c'est qu'elle est de faible coût. Et là, on a un objectif qui est de ne pas dépasser 200 à 300 euros par appartement, en ce compris le CAPEX et l'OPEX sur 10 ans. C'est-à-dire que cette blockchain ne devra pas dépasser cet objectif financier. Et puis évidemment, distribuer, elle a un caractère participatif, donc ça crée vraiment, et c'est de plus en plus qu'on ressent en immobilier. Vous savez qu'on a une filiale qui s'appelle Nextdoor, qui est une société dont Accor a pris 50% du capital, qui fabrique des centres de coworking. On en est même maintenant à fabriquer des hybrides, c'est-à-dire c'est du coworking dans lequel il y a du co-living.
Alors ça s'appelle Pop-up Life, ça va démarrer, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, et c'est donc des immeubles dans lesquels on mélange toutes les fonctions, en co-living, co-working, tout ce que vous voulez, et sur lequel nous sommes, oui, tout ce que vous voulez, property manager, et nous sommes community manager, et donc on voit que pour faire fonctionner ces ensembles, on est obligé de développer des plateformes numériques de partage d'informations, et pour ça, la blockchain, enfin de ce qu'on appelle la blockchain aujourd'hui, en est le parfait exemple. Alors, elle a un intérêt futur, j'en profite, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange d'argent. Mais vous savez qu'à partir du moment où il y a des quantités développées sur une blockchain, il suffirait en énergie d'affecter un prix, et après on pourrait faire des échanges, et Madame Michu au 5e pourrait dire « Ah tiens, je t'ai vendu à toi, monsieur du premier, mon énergie de mes panneaux à moi ». Donc on pourrait avoir quasiment, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, je vous rassure, donc on ne le fait pas, mais on pourrait avoir pratiquement notre propre plateforme d'échange d'énergie entre bureaux, logements, commerce sur un îlot. Et c'est un peu vers ça qu'on souhaite aller. Alors pour ça, ça voudrait dire qu'il faudrait quelques modifications réglementaires qu'on essaie de pousser devant. La première qui nous semble essentielle, et j'en profite pour la passer, c'est quand même l'instauration d'un statut d'autoproducteur individuel d'énergie. Non mais on a le droit d'être auto-entrepreneur en France. On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas être autoproducteur d'énergie. Quitte bien entendu à respecter un certain nombre de réglementations et de tarifications qui sont imposées par le régulateur. Donc pour nous, c'est la blockchain en l'état, c'est une utilisation assez pertinente pour informer en pleine confiance nos acquéreurs. C'est-à-dire quand on vend un appartement à un acquéreur en lui promettant qu'il est énergie positive, qu'il est en très basse consommation, qu'il ne dépassera pas au global production plus consommation, pas plus de, je dis n'importe quoi, mais 21, en gros, c'est pas n'importe quoi, c'est 21 kWh par mètre carré par an. Il faut qu'on ait la capacité d'avoir un outil d'information fiable qui appartient au propriétaire et qui lui permet d'avoir un contrôle et de vérifier que ce sur quoi on s'est engagé, c'est bien ce qui fonctionne au quotidien à l'intérieur de la copropriété ou de l'urbain. Donc on la voit, c'est une technologie très sécurisée et économique, et puis la possibilité de faire de l'autoconsommateur un acteur de son énergie. C'est important. Imaginez que vous soyez dans une voiture, on vous impose une vitesse limitée, mais vous n'avez pas de compteur. C'est assez compliqué de savoir si vous dépassez la vitesse limitée ou pas. Donc pour nous, c'est à partir du moment où on implique le consommateur dans une logique de responsabilité en tant que consommateur de son énergie, qu'on lui demande de faire de la micro-coupure, qu'on lui demande un certain nombre ou qu'on lui offre un certain nombre de possibilités de services pour diminuer la pression de l'énergie sur son îlot dans lequel il habite, c'est indispensable qu'on ait effectivement un cockpit qui lui permette d'avoir des informations fiables et des informations sur lesquelles il puisse agir et interagir. Alors, la blockchain pour le Smart Grid à Lyon-Confluence, c'est donc un outil d'information, on l'a vu, sécurisé pour connaître son propre taux de consommation d'énergie locale. C'est une réponse aux souhaits de consommation des consommateurs, ce qu'on appelle nous maintenant les locavores, et d'information des habitants. Et puis, c'est une blockchain privée qui permet d'ailleurs à terme de dépasser le simple cadre de l'énergie, puisque cette blockchain, à terme, on devance un peu la technologie et les usages urbains de demain, pourrait devenir la vraie plateforme d'échange, monétisée d'ailleurs à terme, ou environnementale, entre les habitants d'un même îlot. Alors ensuite, vers un système communautaire de gestion du bâtiment. Donc la technologie blockchain, une fois installée, elle est très polyvalente. Donc elle valorise l'autoconsommation. Elle permet de mieux comprendre à quel moment ce qu'on produit et ce qu'on consomme à l'intérieur de façon individuelle et de façon collective. C'est un échange de services et de marchandises entre les commerçants et les habitants du quartier. Donc c'est aussi un moyen pour eux d'être dans une communauté d'intérêt et une communauté bien intelligente en termes d'énergie et qui permet de se motiver collectivement et individuellement. C'est un suivi d'avancement des tâches incombant au syndic de copropriété, puisque finalement le syndic sera au cœur aussi de la blockchain, et les acteurs, le promoteur et les syndics seront bien au cœur, donc ça leur permet d'avoir une interactivité d'information. Ils disposent de la même information, ils peuvent donc interagir ensemble. Et puis c'est une répartition des frais liés à l'usage d'une infrastructure qui est mutualisée, au même titre que notre grid avec MBX est mutualisé à l'échelle de la copropriété. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, quels sont les risques en fait de cette technologie dans le bâtiment? Pour nous, c'est important. Nous, je vous l'ai dit, on est plutôt un marketeur et un créateur d'espace de vie. On commence à utiliser des technologies qui nous dépassent, qui sont assez innovantes. Il faut quand même savoir que l'industrie du bâtiment, c'est une industrie à très faible rupture technologique. Quand vous regardez comment on construisait les immeubles il
Il y a 30 ans, moi, quand j'ai démarré en sortant de mon école et aujourd'hui, bon, il y a des progrès qui ont été faits sur les matériaux, les technologies, mais en gros, les puces RFID et le béton, ça fait quand même pas très très bon ménage, hein. Donc c'est quand même des technologies que l'on met en œuvre et on apprend en marchant, hein. Donc la blockchain, elle informe, elle ne travaille pas. Évidemment, elle ne remplace pas ceux qui font le boulot, hein, ça n'est qu'un outil d'information. Elle rend l'information vérifiable par tous, et ça c'est extrêmement important pour le consommateur dans le monde d'aujourd'hui. Et puis la blockchain, évidemment, elle réduit le coût d'accès à l'information, puisqu'on n'a pas de tiers de confiance, on est en direct et on est vraiment en peer-to-peer à l'intérieur d'une communauté. Voilà ce que je pouvais dire. Ça, c'est pas moi. Pas encore Sunshine, mais ça va venir. Voilà, merci de votre attention. Alors bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que comme ça fait pas trop d'interférences? Alors, je vais vous parler d'autoconsommation d'énergie solaire en particulier, avec une solution technologique basée sur la blockchain et des projets qu'on tente de développer donc, chez Sunchain depuis maintenant 1 an. Donc notre vision avant tout, c'est la transition énergétique, comment accélérer cette transition et améliorer surtout l'intégration des énergies renouvelables, notamment le solaire, qui présente donc une intermittence et qui vont en fait notre travail va se coupler en fait avec les solutions de pilotage des consos. D'un côté, on veut piloter les consommations pour consommer en phase avec la production, et de notre côté, on s'est dit pourquoi pas optimiser ces productions. Donc on a réfléchi à plusieurs cas d'usage. Notre premier cas, l'autoconsommation collective dans le bâtiment, ce qui peut sembler en fait le plus assez naturel. Quand on a plusieurs utilisateurs, plusieurs occupants dans un même immeuble, que ce soit du résidentiel ou du tertiaire, ou un mélange, on a très vite des freins sur comment utiliser la toiture qui appartient à tout le monde, comment en fait profiter de l'espace qu'il y aura en toiture, qui aurait un potentiel de production PV, et répartir cette consommation intelligemment sur les différents consommateurs. On a souhaité aller plus loin, surtout notamment avec les dernières avancées réglementaires qui permettent un échange entre bâtiments à la maille du poste HTA-BT. On peut penser, comme l'illustre cet exemple, à un bâtiment administratif, un hôtel de ville, un bâtiment classé, qui consomme beaucoup d'énergie la journée, mais dont la toiture est ancienne et protégée. On a par exemple un cas où à côté de cette mairie, on peut avoir un gymnase avec une belle toiture, terrasse, au sein duquel on ne consomme pas d'énergie ou très peu, ou très ponctuellement. Pourquoi ne pas utiliser cette toiture et répartir l'énergie sur la mairie en utilisant le réseau public? Dans nos cas, on travaille vraiment en adéquation avec le réseau qu'on a aujourd'hui. Le but n'est pas de tirer des câbles supplémentaires et de doubler le réseau électrique, que ce soit au sein d'un immeuble ou d'un quartier, mais d'utiliser le réseau public. Ça permettra à terme le troisième cas d'usage, qu'on appelle l'autoconsommation en itinérance. Pourquoi ne pas pouvoir utiliser l'énergie qu'on produit chez soi pour alimenter son véhicule électrique lorsqu'on se déplace avec? Donc, pour répondre à ces cas d'usage, il nous faut un système de gestion de l'énergie qui soit performant, tout simplement un système d'information qui puisse recevoir les données de consommation, de production, effectuer la répartition de manière sécurisée. On a orienté notre choix sur la blockchain. Alors, pourquoi la blockchain? Notamment parce qu'à terme, elle permettra à terme de mettre en application nos échanges d'énergie dont a parlé Björn. Donc des échanges d'énergie pair à pair. Aujourd'hui, on pourrait déjà penser pourquoi ne pas permettre ces échanges-là au sein d'une PMO. PMO qui a été donc mise en place par la réglementation récente. On a aussi cette question d'autoconsommation en itinérance. À partir du moment où on a plusieurs autoconsommateurs, des véhicules électriques, des bornes de recharge électrique réparties sur un territoire, se pose la question donc de transactions financières. Et enfin, on a aussi un fort potentiel à l'export.
Aujourd'hui, en France, on a un gestionnaire de réseau qui est puissant, qui est fort, qui est stable avec Enedis. C'est peut-être pas le cas partout. On peut penser aux pays en développement. On peut aussi penser à nos amis proches en Suisse qui ont un réseau qui présente de multiples acteurs. Je crois qu'il y a 800 gestionnaires de réseau. Et ça peut arriver que d'un village à l'autre, deux maisons qui sont séparées de 500 mètres n'aient pas le même gestionnaire de réseau. Et donc, on pourrait avoir besoin d'un acteur supplémentaire qui chapeaute en fait plusieurs gestionnaires de réseau. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille en fait sur une solution blockchain qui n'a que très peu en commun avec les bitcoins et avec tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. On n'est pas sur une blockchain publique, c'est-à-dire que les données ne sont pas accessibles publiquement. On est sur des blockchains donc permissioned et on est parti sur la solution du proof of stake. Il n'y a pas de minage, il n'y a pas de crypto-monnaie associée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de token, de jetons, et la validation sécurisée est réalisée en fait par un consensus des algorithmes mathématiques et qui permettent en fait de certifier les transactions. Aujourd'hui, le proof of stake c'est assez nouveau, c'est comme vous l'avez dit mis en place petit à petit pour répondre pour résoudre les différentes problématiques que présente le Bitcoin, comme le grand caractère énergivore que ça a ou la lenteur de calcul. À partir de cette technologie, on travaille sur plusieurs projets, donc on va vous faire un petit état des lieux. On a un macro-projet qui s'appelle Digisol, donc qui est soutenu par l'ADEME, au sein duquel on a deux axes, donc l'autoconsommation au sein d'un bâtiment, notamment dans du logement social, et entre bâtiments qui sont eux plutôt axés tertiaires et avec une petite partie de résidentiel. Ces projets-là, concrètement, les installations photovoltaïques ont été dimensionnées donc en prenant en compte la consommation. Elles ne sont pas sorties de terre, donc on n'a pas encore de retour d'expérience d'une véritable blockchain sur ces projets-là. On a cependant signé une convention d'expérimentation avec Enedis sur un projet du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, le CD66, projet qui entre dans le cadre de Digisol et qui nous permet en fait d'ores et déjà de mettre en place les échanges d'informations entre Enedis et les différentes consommations et productions photovoltaïques gérées par la blockchain mise en place par Sunchain. On a également récemment un projet dans une copropriété, donc c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait les freins on connaît les freins qui peuvent avoir lieu lors du montage de projets pour les collectivités, pour les copropriétés. Et clairement, une résidence avec une toiture et des fonds d'investissement disponibles pour une installation PV, comment répartir cette énergie pour les consommateurs, pour les occupants. Aujourd'hui, on a pu en fait lancer ces projets grâce à la dernière réglementation donc, qui vient en fait de la COP21. La première ordonnance de 2016 qui donc faisait lieu pour la première fois d'autoconsommation collective. Et enfin, la loi et le décret qui sont sortis cette année. Alors, on a encore quelques doutes, encore quelques freins. On a donc cette personne morale organisatrice qui a été définie, qui offre un premier cadre intéressant. Voilà, pourquoi ne pas pouvoir réaliser des échanges au sein de cette PMO. On a le périmètre du poste HTA-BT qui est, en passant, en fait, est très restrictif. On a notamment un projet avec le conseil départemental, dans un même bâtiment, 5 compteurs qui ne sont pas reliés par les mêmes postes, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre. Donc on sent que ce périmètre-là est un peu restrictif. Je crois que c'est le président, le directeur de la FNCCR, qui parlait de pourquoi pas l'étendre à la maille du territoire à énergie positive. Et je pense qu'en effet, ça permettrait aussi de l'autoconsommation en itinérance sur un territoire. Pourquoi pas une flotte de véhicules électriques pour les services de la collectivité et des bornes de recharge disséminées sur le territoire, utilisant donc l'énergie solaire fournie par une installation. Et enfin, les tarifs d'acheminement et les taxes applicables sur l'énergie échangée, ce qui devrait donc être éclairci en août prochain. Aujourd'hui, on est vraiment sur du qui tout double au niveau de la rentabilité des projets. Et c'est
pourtant notre souhait de fonctionner en fait sur le réseau public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plusieurs exemples de réseaux privés qui permettent en effet de faire à peu près ce qu'on veut, comme le prouve le Transactive Grid à Brooklyn. C'est pas forcément notre souhait. Je pense qu'en France, on a un des réseaux les plus électriques, les plus performants du monde, un acteur incontournable. On souhaite travailler avec eux, main dans la main, et mettre en fait, donc voilà, superposer des réseaux virtuels d'échange d'énergie par-dessus le réseau physique public. Et donc on espère que les choses pourront être ouvertes dans une certaine mesure, bien sûr, afin d'encourager ces opérations d'autoconsommation collective en itinérance qui en fait permettent une plus forte pénétration des énergies renouvelables et donc qui permettrait en fait de les développer sur l'ensemble du territoire et de nos villes et pas seulement donc au sein de réseaux fermés. Voilà, je vous remercie. Merci à nos deux intervenants, Éric Moisoyer et Julien Gilles. Vos deux interventions nous ont permis de voir deux illustrations concrètes de l'utilisation des blockchains. Et puis c'est assez bien fait parce que je trouve que vos deux interventions ont bien insisté sur l'articulation de ces nouveaux projets, ces nouveaux systèmes avec l'existant. On a parlé des réseaux et on a beaucoup parlé des sujets réglementaires. Et donc c'est le moment de céder la place à Maître Cessac. Merci. Alors effectivement, quand on parle de blockchain du point de vue du juriste qui est un peu lié au monde de l'énergie, on voit ça avec un regard un peu effrayé et on a l'impression que c'est un peu une course à l'armement. Alors armement technologique, numérique, mais armement quand même, avec des projets qui posent question de qui va prendre la suprématie de cette recherche et une inquiétude liée à la diversité des projets et à la façon dont on doit les appréhender et les expliquer. C'est peut-être un peu brutal après l'euphorie de la présentation que vous avez fait, mais c'est un retour à la réalité parce que derrière, on a l'exercice ingrat de devoir rédiger et de devoir expliquer les relations contractuelles entre les différentes parties. Et on est obligé inévitablement, comme tout juriste, de se raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une définition. Alors les définitions, évidemment, la blockchain, il n'y en existe pas encore deux strictes et deux réglementaires. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous avez fait une définition que je partage et qui est celle assez proche de celle que le Conseil d'État s'essaye dans le cadre de son étude fort intéressante sur la notion de l'ubérisation et de l'accompagnement de l'ubérisation sur les plateformes. Elle a quelques inconvénients et je me rapproche plus peut-être par mon profil de littéraire de celle de la Commission d'enrichissement de la langue française qui nous permet de donner au moins une définition de la blockchain que je voudrais partager avec vous parce qu'elle permet d'éviter tout amalgame, toute confusion avec tout autre dispositif que l'on voit parfois apparaître dans les projets. Vous avez insisté tout à l'heure chacun sur le rôle et les fonctions de différents acteurs dans le secteur et je pense qu'il faut protéger effectivement les missions et les jeux d'acteurs dans la chaîne de l'énergie. Et celle de la Commission parle d'un mode d'enregistrement des données produites en continu sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et de leur séquence étant protégé contre toute modification. Alors, c'est dit avec des mots extrêmement simples, mais ça permet effectivement de recouvrir toute la variété des dispositifs de blockchain qu'on peut rencontrer, parce que ce qui est important dans la blockchain, avant de pouvoir commencer à traduire les relations entre acteurs, c'est d'avoir compris le cas d'usage à laquelle elle va s'appliquer. Avant de penser que la blockchain est une réponse en soi, une finalité en soi, il faut savoir à quoi elle va s'appliquer et à quoi elle va servir. Et dans le domaine de l'énergie, il y a deux tendances principales qui se dégagent dans l'ensemble des projets qui sont présentés.
Ce sont les usages liés à la transaction. Vous avez exploré celui lié à l'autoconsommation collective ou à l'ensemble des autres systèmes d'autoconsommation, de smart grid à l'échelle plus vaste, mais également celles liées à l'archivage, notamment tout ce qui va concerner les registres de propriété. En tant que juriste, on est extrêmement concerné par les questions de notarisation des échanges qui sont effectués sur la base de la blockchain, tout ce qui va tourner autour du cadastre, des certifications, on peut imaginer, d'électricité verte, et bientôt probablement sur les quotas. Mais également tout ce qui va tourner autour de l'archivage décentralisé et de faciliter, d'avoir un rôle de facilitateur et d'accompagnateur dans le cadre de la facturation et de la gestion avec les différents acteurs. J'insiste parce que, alors c'est peut-être devenu presque obsolète et chaque jour devient plus concret dans la création de ces nouvelles technologies, mais un dispositif de blockchain n'est pas un dispositif de comptage en soi, c'est quelque chose qui vient s'ajouter aux dispositifs existants et j'insiste bien sur ce point-là parce que parfois dans l'esprit de certains porteurs de projets, c'est quelque chose qui flotte dans l'air, mais malheureusement il faut le raccrocher à une réalité. Et c'est pour ça que dans le monde de l'énergie, peut-être que la blockchain a une spécificité, parce que l'énergie, contrairement à un titre boursier, à un token ou n'importe quel autre élément, aura toujours besoin du réseau matériel pour le coup. Et j'ai apprécié votre finale sur le fait que effectivement l'énergie va continuer à avoir un tracé physique, va continuer à avoir besoin du réseau. Et dans la chaîne de valeur, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, d'autant ici à la Commission de régulation de l'énergie, de voir comment la blockchain va infuser dans chacun des métiers qui sont tracés sur cette chaîne de l'énergie. Donc en priorité, évidemment, le fournisseur, donc le producteur et le gestionnaire de réseau. Alors, je ne passe pas en détail parce que je l'ai mis, c'est plus des éléments d'information à partager parce que aujourd'hui, l'enchaînement contractuel qui va relier l'ensemble de ces différents acteurs nécessite beaucoup de contrats. Ils ne sont pas toujours tous très smart, donc on essaie de pouvoir les simplifier. Mais aujourd'hui, l'exercice n'est pas achevé sur un seul projet complet, de pouvoir avoir une chaîne complète contractuelle liant l'ensemble des acteurs sur cette chaîne de valeur. Alors, les enjeux pour l'énergie, de mon point de vue, ce n'est bien entendu pas du tout exhaustif. Il faut bien commencer par quelque part. À mon sens, ceux qui risquent d'être immédiatement impactés, ce sont ceux qui ont une activité traditionnelle de comptage. Donc, ce sont les GRD, qui ont déjà reçu cette mission et pour le coup qui est réglementaire, codifiée, qui ont déjà une activité de comptage. On l'a vu dans le cas Linky, ça a nécessité une maturation qui a nécessité des délibérations de la CRE, des expérimentations, beaucoup de débats autour de la mise en œuvre d'un projet. Et dans une étude récente de juristes, comme quoi Enedis aussi publie dans des revues qui sont assez réservées généralement aux juristes, dit qu'effectivement la mise en œuvre d'une opération industrielle de ce type de mécanisme ne peut pas se faire sans le droit. Ne peut pas se faire sans le droit, ce qui signifie de commencer à réfléchir autour du cadre de régulation et autant il faut effectivement que ce cadre existe, autant il faut qu'il se fasse avec les outils existants, en laissant le temps aux projets de pouvoir faire leurs démonstrations et de pouvoir justifier de leurs résultats. Le deuxième acteur qui sera impacté et ce qui sera intéressant de voir le retour, effectivement, et la modélisation qui pourra en être faite, c'est aussi le responsable d'équilibre, naturellement, qui risque d'avoir un impact. Et là aussi, l'exercice financier reste à faire. Alors une fois qu'on a décrit très sommairement la spécificité de ce cas d'usage et de l'ensemble de cette filière, je me suis astreint à faire l'exercice classique de avantages, inconvénients de la blockchain dans le domaine de l'énergie. J'en viens à ce qui est le plus important, c'est-à-dire probablement les opportunités. Effectivement, il sera intéressant de voir les retours dans les appels d'offres innovation que vous pouvez recevoir
qui ont été déposés début octobre pour voir si la plupart des porteurs de projets ont une appétence particulière pour ce dispositif, quelles solutions ils arrivent à produire et si, de la même manière qu'on peut l'analyser, ils sont mis exploitables, à quelle échéance, avec quels objectifs et dans quelle proportion, ce qui va donner déjà une cartographie des acteurs sur le secteur. En revanche, et en écho, il y a, à mon sens, encore beaucoup d'aspects liés à des incompréhensions, mais qui ne doivent pas justifier. Alors les menaces que j'aime beaucoup, il n'est évidemment pas nécessaire de construire l'avenir en copiant le passé ou surtout ne rien faire. Il est indispensable, parce que le train est déjà en marche, de pouvoir voir comment on peut utiliser cette technologie pour en faire un facteur d'acceptabilité sociale et de lutter contre les détracteurs de cette technologie qui auraient beau à dire que c'est un facteur de rupture aussi du territoire. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, qui dit a besoin du réseau, il s'agit effectivement de ne pas faire de différence de traitement entre les acteurs qui seraient blockchainés et ceux qui ne seraient pas blockchainés du point de vue de la fiscalité, notamment du réseau, du traitement du réseau et de l'ensemble des acteurs. Sur cette faiblesse, et j'en finirai là-dessus parce qu'on va y revenir un peu plus loin, il y a des aspects à la fois techniques et économiques à ce déploiement en l'état, des modèles économiques dont je pense qu'ils finiront par être résolus, ceux qui estiment que la garantie d'origine ne pourrait pas être valorisée parce que les échelles sur les puissances ne seraient pas nécessaires. Sur l'aspect éthique du minage, on l'a dit, il y a beaucoup de mythes autour des minages chinois, de choses qui pourraient faire en sorte qu'on n'a pas de stabilité non plus du point de vue éthique. Et puis, bien entendu, de modes de règlement des litiges. Jorn, tu en as parlé tout à l'heure sur les modes de règlement, et également de responsabilités multiples, parce que autant quand on veut avoir un SAV, on sait à qui on va s'adresser, même si on peut être déçu de la qualité du SAV, mais faut-il encore qu'il y ait un acteur qui puisse être responsable et solvable sur cette problématique. Alors il y a des débuts de réglementation qui sont déjà là. Il ne s'agit pas de tout brûler et d'estimer que rien n'est possible. Notamment d'autres confrères s'interrogent sur l'existence déjà de la régularité d'un smart contract ou d'un dispositif de blockchain. Alors, on peut trouver dans notre code civil, qui, même s'il a été revu, est déjà un petit peu adapté à la situation, puisque effectivement un code reste une suite de signes, c'est donc un écrit. Le juriste est content, il peut le raccrocher à un article. En revanche, ça commence à se gâter parce qu'au niveau de la négociation, ça commence à être un peu compliqué. Donc on ne va pas évidemment être assez déçu des limites sur la compréhension du code ou des éléments qui vont pouvoir être portés à la connaissance. Ça reste encore à écrire. Mais là, je pense que je fais confiance à l'ingéniosité des ingénieurs justement pour trouver une solution pour que même des littéraires arrivent à comprendre ce qui aboutit à la suite de leur suite de 0 et 1. Et puis enfin, il faudra trouver une solution, et celle-là, je pense aussi, devrait être résolue, c'est celle de l'identification, puisque même si on a une clé URL ou un autre type de certificat électronique qualifié, on a déjà des réponses sur la façon dont on peut se protéger. Ensuite, il est aussi systématique d'entendre dire que la blockchain est incompatible avec le futur règlement de protection des données qui entre en vigueur au mois de mai prochain, sous impulsion de la communauté européenne. Alors, ce droit à l'oubli, à la rectification, à la portabilité, je me suis interrogée dans d'autres secteurs comment il avait été traité. Et l'un des plus sensibles et des plus, on va dire, intéressants à comparer, c'est des prisonniers et des casiers judiciaires. Le droit à l'oubli, même dans ce secteur, existe. Et là-dessus, si on fait un parallèle qui est grossier, même si il n'est pas forcément à propos, mais on peut considérer que dans ce secteur-là, sous le contrôle de la Commission européenne, l'idée principale était de trouver une proportionnalité
au droit à l'oubli? Quel est, à l'échelle du temps, les éléments dont chacun des acteurs aura nécessairement et de manière proportionnée, encore une fois, besoin pour faire fonctionner les éléments? Donc, si effectivement le fait que la blockchain laisse supposer une immuabilité ad vitam aeternam, je pense qu'il y aura quand même une nécessité de pouvoir contrôler cette durée. Je ne sais bien évidemment pas la qualifier aujourd'hui, mais je n'imagine pas qu'une solution puisse être trouvée de ce point de vue-là, puisqu'on peut imaginer quel sens ça peut avoir de conserver des données pendant 20 ans sur quelque chose qui ne soit plus du tout utile, nécessaire même pour la suite de la vérification. Enfin, un des points qui devra aussi être résolu est lié à l'impossibilité de la modification du code, y compris pour l'application de dispositifs qui seraient d'ordre public et qui viendraient d'application immédiate. On voit déjà le sujet avec la notion du libre choix du fournisseur dans le cadre de l'autoconsommation. Bon, on s'imagine bien qu'effectivement, il y aura des aménagements à faire dans ce cadre-là, y compris dans les smart grids. Et je dirais presque c'est redondant par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'autoconsommation collective. La blockchain, de ce point de vue, n'est pas une nouveauté. Donc, cette régulation à venir, elle devra se faire sous l'angle de la réflexion à la valeur que l'on veut porter à la blockchain, à la portée de ce que l'on veut avoir comme impulsion sur les prix du marché. Vous avez chacun souligné des aspects liés au coût de l'utilité, appelons-la comme ça, de la technologie. Est-ce que ça a un sens par rapport à l'économie générée de l'autre côté par logement, pour les 200 €, si je n'ai pas fait d'erreur, par appartement que vous avez cité? Quel est le gain par rapport à l'économie, y compris du point de vue sociétal, parce que c'est quelque chose qui est dimensionnant par rapport à l'objectif qui sera recherché. Donc ces valeurs, j'en ai partagé certaines avec vous. Certaines viennent d'impulsion du Conseil d'État, toujours au sujet de cette réflexion autour des plateformes liées à l'accompagnement, et c'est quand même assez intéressant de voir ce phénomène d'accompagnement par le Conseil d'État des plateformes dites d'ubérisation, de pouvoir poursuivre cette réflexion en ayant un souci de cartographie des acteurs qui sont concernés, de l'ensemble des liens qu'il va falloir établir entre eux, pour que le mode de gestion des dysfonctionnements, c'est l'autre usage de code is law, code is bug, d'être certain que les dispositifs et les verrous pourront être assez facilement trouvés pour qu'il y ait une moralisation et une certaine transparence dans ces différents dispositifs. Donc, pour répondre à la question posée, est-ce qu'on est face à un bouleversement dans le secteur de l'énergie ? Pour moi, la réponse n'est pas encore évidente dans la mesure où, encore une fois, l'énergie reste un électron, reste un élément physique qu'il faudra conserver dans son environnement avec ses acteurs sur la régulation existante. Pour que cette étape puisse être faite, il faut laisser la chance aux démonstrateurs et leur donner un caractère plus concret, parce qu'effectivement, un démonstrateur ou une expérimentation, pour qu'elle puisse rassurer les acteurs, qu'elle puisse avoir un effet de masse, de duplication et de pouvoir faire ses preuves, il faut qu'il ait un vrai statut. Et je pense que c'est un des problèmes de déploiement des solutions, c'est que le statut de démonstrateur reste fragile. Et peut-être que l'une des solutions, tout comme ça a été appliqué sur Linky, passerait peut-être par une phase d'expérimentation mieux cadrée, avec des comités et des collèges d'experts spécialisés, chacun dans leur technique, puisque la blockchain nous apprend à communiquer avec des experts et que ça ne soit pas qu'une affaire d'informaticiens ou d'ingénieurs qui arrivent à communiquer entre eux, de sorte qu'on puisse analyser les garanties de résultats, parce que ça me paraît une étape indispensable pour maîtriser l'interface entre les acteurs et de faire cet exercice d'avantages inconvénients de la solution, sans dire qu'il y aura une homogénéisation des solutions, mais on le voit, chaque développement et chaque jour est une nouvelle avancée technologique. Donc il faut laisser le champ libre sur cet aspect. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas réguler avant d'avoir compris.
Ça paraît évident, mais ce n'est pas évident à gérer dans les projets quand on nous demande de les mettre en pratique. Mais je pense que dans ce rôle-là, la phase d'expérimentation doit être une des réponses à ce futur chambardement. Merci. Bien, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je crois qu'on a là un paysage assez complet qui a été brossé des sujets soulevés par les technologies blockchain. Place au débat. Je propose à nos intervenants de nous rejoindre et puis de s'installer dans les fauteuils face à la salle, si vous en êtes d'accord. Et puis maintenant, on va vous passer sur le grill. Alors, comment on fonctionne pour la suite? Eh bien, faisons comme ça. On a 2 micros qui vont circuler, un pour vous, un pour la salle. Didier, c'est vous qui gérez? Oh, à la creux, on devrait y arriver. Un, deux. Ça marche. Je vais vous demander de bien vouloir vous présenter avant toute question. Et puis, je vais me permettre de poser la première question au professeur. Vous nous avez parlé d'un coût de transaction d'environ 30 centimes ou 60 centimes 30 centimes 30 centimes. On voudrait bien savoir qui va payer ces 30 centimes, comment ces 30 centimes vont être répartis entre l'ensemble des acteurs de la blockchain. Bon, en effet, il y a 2 coûts. Il y a un coût qui est payé par les gens qui envoient les transactions à la blockchain, et ce sont les 30 centimes. Et on a aussi vu qu'il y a un coût énergétique des transactions qui était beaucoup plus élevé, qui était dans la dimension de 35 kWh. Et ce coût est payé par les mineurs qui, eux, reçoivent des nouveaux Ethers. Donc c'est un peu l'inflation de crypto-monnaies qui paye pour les coûts des transactions pour la plus grande partie. Et la partie plus petite, c'est le coût direct. Oui, bonjour, Jean-Paul Crévin de EDF. J'avais 2 remarques et une petite question. Le contexte, effectivement, la blockchain, on en parle beaucoup et ça devient parfois difficile de s'y retrouver. Beaucoup de choses sont dites. Je voudrais juste préciser un point qui a été évoqué en introduction sur Brooklyn, où on entend partout dire qu'il y a de l'échange pair à pair d'énergie, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est important à dire parce que même les gens de Brooklyn entretiennent l'ambiguïté, mais quand on va regarder sur leur site ou quand on discute avec eux, c'est des certificats au-dessus qui sont créés, mais pas du tout une blockchain en support d'échange d'énergie. Deuxième élément, avant d'en arriver à ma question, de confusion qui me paraît important de lever, c'est qu'on parle de blockchain privée et de blockchain publique, ça a été dit, mais c'est complètement 2 mondes différents. C'est-à-dire que la blockchain privée pose toutes les questions qui ont été évoquées. La blockchain privée, je veux dire, si je reprends en introduction ce qui a été dit sur la blockchain, on parlait de stockage, de transparence, de sécurisation, de 100 organes de contrôle. Dans la blockchain privée, il reste que le stockage. Et donc, on a une problématique tout à fait classique de base de données. Et pourtant, on parle de blockchain en général, et bon nombre d'applications dans la banque, même dans l'énergie, dans le trading, il y en a un certain nombre qui se développent, sont sur des blockchains privées. Donc, c'est complètement un autre débat. Et j'en viens finalement à ma question, qui est un peu sous une forme de remarque. Ne risque-t-on pas de mélanger une réflexion, un débat, en l'introduisant par la blockchain sur une partie du débat qui concerne en fait de la réglementation, de la gouvernance des données? Si je prends par exemple des choses qui ont été évoquées, le tarif de réseau, le TURP, le responsable d'équilibre, la gouvernance des données, est-ce qu'on a besoin de données en temps réel pour favoriser un certain nombre de choses? C'est des questions qui se posaient avant la blockchain et qui vont continuer à se poser. Et ne risque-t-on pas finalement d'embrouiller complètement le débat en faisant un problème de blockchain pour développer l'innovation, qui est une innovation par ailleurs à laquelle je crois? Pour permettre la blockchain, il faudrait plus de TURP pour certaines configurations, ne pas se poser le problème du responsable d'équilibre. Et je
ne risque-t-on pas finalement d'embrouiller complètement le débat et ne faudrait-il pas bien réattribuer ce qui relève de la réglementation, de la gouvernance d'un sous-jacent physique qui a été dit le système électrique, de ce qui est spécifique à la blockchain mais qui est générique, la question de l'anonymat, la question qui a été posée par l'avocate. Et voilà, c'est ma question, est-ce qu'il n'y a pas finalement une confusion dans ce débat en mélangeant un petit peu tout? Je propose de commencer le premier élément de réponse, puisqu'une partie m'était adressée. Oui, bien sûr. La façon dont on appréhende les blockchains, ça dépend si on parle d'un système privé ou d'un système public. Je pense d'ailleurs à ce titre que l'exposé de Jean-Dirk Butt a bien clarifié la façon dont ça fonctionnait différemment, selon qu'on soit sur un système ouvert, totalement public, ou un système fermé. Après, deuxième élément de réponse, vous nous dites, oui, est-ce que ce n'est pas avant tout un débat réglementaire ? Je crois qu'on est à un moment de l'histoire sur cette technologie-là où il y a une révolution technologique avec des possibilités nouvelles. Il y a du coup un sujet réglementaire qui se pose et puis il y a aussi une question d'usage derrière. C'est le point qui est un peu important, c'est avec cette technologie-là, c'est plus les mêmes acteurs avec des rapports différents qui devront interagir pour mettre en place un nouveau système énergétique. Donc je pense que ce n'est pas seulement une question réglementaire, je pense que le réglementaire sera second, ce sera une façon d'organiser ensuite les différents échanges. Il y a une nouvelle technologie, il y a un impact sur les modes de fonctionnement et puis du coup il y a des conséquences réglementaires à en tirer avec la conclusion de maître Cécile Cessac qui était assez séduisante sur le fait que lorsqu'on ne connaît pas bien un sujet, est-ce qu'il faut le réguler, le réglementer, légiférer tout de suite ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord laisser le temps aux expérimentations de se développer pour bien comprendre à quoi on a affaire? Je vais faire une petite remarque qui concerne maître Cessac. C'est en matière d'innovation, en général, si on commence par essayer d'innover dans le cadre réglementaire existant, c'est assez rare qu'on aboutisse à quelque chose de très disruptif. Et donc, c'est pour répondre à monsieur, c'est vrai que le vrai sujet de ce sujet auquel on est confronté, nous, on peut même se demander pourquoi un promoteur s'intéresse à ça. C'est exactement ce que vous expliquez, c'est que nos clients le demandent. Et en fait, c'est l'évolution de la digitalisation du quotidien du consommateur qui fait que nos clients sont de plus en plus exigeants, développent des nouveaux usages, et c'est un moyen de tenter de répondre aux nouveaux usages. Je vous ai parlé tout à l'heure de Nextdoor, là, notre filiale de coworking. Quand on regarde, par exemple, on ne sait pas, Nextdoor, qui est de l'hôtellerie d'entreprise, c'est inclassable dans la réglementation actuelle. C'est pas du bureau, c'est pas du commerce, c'est pas du logement et c'est pas de l'hôtellerie. Donc face à ça, on aurait ni WeWork ni nous, on aurait dû ne démarrer. Et pourtant, on se dit finalement, on fait du coworking, on en lance une quinzaine et puis on a vu le préfet. Moi, je pense que c'est à la réglementation de s'adapter au fur et à mesure de la réponse technologique et industrielle aux usages demandés par le consommateur. Alors pour revenir à quelques-unes des remarques, je pense qu'en effet vous avez tout à fait raison sur la différenciation entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Je crois aussi en effet qu'il faut bien faire la différence entre l'autoconsommation collective en itinérance, ces questions-là d'usage de l'énergie, et la solution technologique qu'on met derrière. C'est en effet pas pour la blockchain qu'on se demande est-ce qu'il ne faut pas un TURP spécifique aux opérations d'autoconsommation. C'est plus pour le côté énergétique. En effet, c'est ensuite ces opérations-là, elles vont demander une grande quantité de données, des données sensibles. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on tourne notre système d'information? Nous, on a pris le choix de cette blockchain donc privée. C'est peut-être même un gros mot de dire blockchain par rapport aux blockchains publiques comme Bitcoin. C'est plus une architecture réseau qu'une blockchain publique. Et voilà. Et donc en effet, après je serais curieux d'en savoir un peu plus sur Brooklyn et sur vraiment qu'est-ce qu'ils font de leur blockchain. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je pense qu'en effet, il y a vraiment plusieurs débats et il ne faut pas forcément mettre toutes les blockchains dans le grand Manitou du Bitcoin énergivore et transparent. Oui, et puis pour terminer, effectivement, je ne redis pas ce que j'ai déjà développé, mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement la définition de l'outil technologique qui peut être utilisé et d'arriver à séparer. Mais la confusion est
est assez difficile à éviter dans certains types de projets où justement, et ça c'est de la responsabilité des porteurs de projets, de ne pas surjouer sur la blockchain parce que effectivement ça contribue à entretenir cette confusion. Et je pense qu'effectivement, je redirai jamais assez que les périmètres des projets quand ils sont travaillés doivent bien mettre en évidence la plus-value liée à cette technologie dans sa définition et les impacts que ça peut avoir avec les autres acteurs, mais pas au-delà. C'est-à-dire, voilà, c'est effectivement, ça fait le buzz et c'est formidable, mais derrière, il faut pas, voilà, il ne faut pas dévoyer la technologie ou lui faire porter plus de responsabilités que ça dans la technologie du projet, dans l'architecture du projet. Oui, bonsoir, David Gamme, RTE. J'ai une remarque en fait qui prolonge un peu, je pense, ce qui vient d'être dit. Pour moi, aucune technologie n'est bonne ou mauvaise en soi. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que ce qui est intéressant avec ce que provoque la blockchain, c'est qu'on s'interroge sur ce que veulent faire les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Des échanges d'énergie entre particuliers, dans un bâtiment, dans un quartier, dans le territoire, ou voire plus large? Est-ce qu'ils veulent faire des échanges en monnaie classique, en monnaie locale, ou du troc avec d'autres services, enfin peu importe. Et finalement, je pense que c'est ça qu'il faut d'abord faire, c'est essayer d'identifier les fonctionnalités et les services qu'on veut rendre et qu'on ne rendait pas jusqu'à maintenant. Et puis ensuite qu'on se dise, ok, maintenant que j'ai ça sous le nez, la blockchain c'est peut-être une réponse technologique, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres solutions pour faire la même chose. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant de séparer les deux niveaux. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Et après, j'ai une deuxième question qui est plus anecdotique parce que c'est le coût de la transaction. Là, on parle de 39 kWh par transaction, j'ai vu ça. Ça serait quand même dommage que la transaction coûte plus d'énergie que la quantité d'énergie sur laquelle portera la transaction elle-même. Enfin, je trouve que ce que vous dites, c'est surtout je trouve ça très intéressant, vous avez raison. Il y a une bonne analogie, c'est les réseaux sociaux. En fait, quand les premiers réseaux sociaux ont démarré, ils n'ont absolument pas démarré. On était totalement démunis sur le système d'environnement juridique de ces réseaux sociaux. Et c'est les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont développé les usages, d'ailleurs qui existaient en dehors de ces réseaux avant. Hein. À l'époque, sur Internet, il y avait déjà des échanges qui se faisaient. C'est bien l'utilisateur, dans le cadre du réseau social, qui a développé ses propres besoins. Et la technologie en elle-même, elle n'est qu'au service des besoins du consommateur. La réserve que je ferai instantanément, alors au-delà de l'avantage du réseau social, c'est qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de course à l'armement et qui aura l'hégémonie derrière. Je ne suis pas certaine que dans cette matière-là, on puisse faire confiance aussi à un acteur invisible qui serait derrière et qui pourrait de la même manière reprendre les droits ou se placer en situation de contre-pouvoir. Donc et c'est en ça que l'État est particulièrement, je pense, bienveillant à accompagner cette ubérisation également de l'ensemble des services, sous l'angle toujours de la sécurité, mais a bien compris que son enjeu aussi, c'est quelle place doit-il concéder ? Quelle place laisser, et c'est tout l'art et la manière de pouvoir organiser la norme dans la technique et vice-versa. Donc effectivement, je pense que c'est une demande qui répond à une préoccupation sociale par rapport à un besoin, à bien entendu une vie de société qui ne doit pas laisser passer cette chance de pouvoir accompagner le mouvement, mais je ne pense pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hétérogénéité des solutions doit quand même à un moment converger et retrouver une certaine stabilité pour assurer les acteurs, puisque derrière, effectivement, on a beaucoup de développeurs qui peuvent avoir des solutions magnifiques, mais si la norme devient trop complexe ou du moins trop peu adapté, restera dans les cartons et le premier qui aura fait son expérimentation va gagner l'ensemble des parts de marché. Donc je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver sur cette nouvelle filière, rappelons-la comme ça, qui doit respecter l'intégrité entre les différents acteurs. Bonjour, Jean-Pierre Sautura, commissaire à la CRE.
je suis un peu béotien sur les blockchains, et en même temps, au fur et à mesure, vous nous apportez beaucoup d'éléments de connaissances et d'informations. Alors c'est vrai que le développement des blockchains, on ne peut pas s'y opposer parce qu'effectivement, c'est de nouvelles technologies qui peuvent être utiles dans le cadre de la transition énergétique, ça c'est pas contestable. Après, on voit bien que l'idée c'est de superposer finalement au réseau physique, ça a été dit, des réseaux virtuels qui viennent apporter une couche supplémentaire permettant de faciliter des échanges entre différents acteurs. Simplement, ce qu'on peut se dire quand même, c'est que ce système nouveau vient se superposer, ça a été dit aussi, avec un système physique qui lui existe, qui a été bâti sur des considérations tout à fait claires, de péréquation tarifaire. Il y a toute une couche de fiscalité très très importante qui est associée à ça et qui finance beaucoup de choses. Voilà. Donc, bien sûr, les acteurs, quels qu'ils soient, voient dans le développement de ces systèmes, de ces quartiers énergie positive, un certain nombre d'opportunités. C'est bien légitime, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La question qu'on peut se poser, c'est finalement la recherche par chaque acteur de son optimum propre est tout à fait légitime, mais en même temps, comment ça converge finalement avec l'intérêt collectif. Je m'explique notamment dans l'autoconsommation collective par exemple, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments à mettre en place pour qu'effectivement on ne se retrouve pas derrière avec des pertes de recettes pour financer le tarif de réseau, pour financer la fiscalité, etc. Parce que derrière, bien sûr, les gens qui vont être organisés sur une blockchain pour échanger de l'énergie entre eux, c'est une chose. Mais à côté, il y a des quartiers où il n'y aura pas ça. Et il ne faudrait pas que... là, c'est une dimension politique et économique, qui est des couches particulières de la société qui, effectivement, à travers ces systèmes-là, bénéficient d'un certain nombre d'avantages, mais que le report, ce soit sur d'autres acteurs, je ne fais pas de dessin, qui pourraient, eux, payer de manière plus importante, finalement, les coûts de réseau qui continueront d'exister, malgré tout. Voilà. Donc moi, c'est un peu une interpellation que je fais aux différents intervenants. Je pense il y a des secteurs où les blockchains publiques ont leur place parce qu'il n'y a pas d'installation physique qu'il faut maintenir. Et aussi, il y a des intermédiaires de la share économie qui prend une taille assez grande du marché, 30% de Amazon, Apple, etc. Ça, on peut éviter. On peut vraiment faire plus efficace avec les blockchains publics. Pour les réseaux énergétiques, je pense que les blockchains publics ne sont pas encore prêts, peut-être ils ne vont jamais être prêts, mais les blockchains privés, ça peut adresser les problèmes et ça peut être un outil très très utile. Maintenant, la blockchain est à la mode. On utilise la blockchain et puis on demande qu'est-ce que c'était le problème. Bien sûr, donc il faut toujours se questionner est-ce qu'il faut vraiment utiliser une blockchain ou pas. Le problème que vous avez adressé avec une partie du marché évitant de payer leur partie des frais, ça peut être évité parce que les blockchains privés, c'est quand même des acteurs connus qu'on peut adresser. C'est pas comme le Bitcoin où on peut faire des transactions anonymes ou pseudonymes sans que l'État peut intervenir. Mais les blockchains privés, c'est ouvert à la réglementation, c'est ouvert à payer les impôts. Bien sûr, il faut installer des règles, mais c'est possible. C'est pas une contrainte technique que ça peut pas être taxé, peut pas être adressé par la réglementation. Si vous me permettez, il y a aussi une remarque un peu technique, c'est dans la transition énergétique, le fait d'abaisser la consommation individuelle fait qu'a priori, dans un monde un peu idyllique, dans quelques années,
la France devrait consommer moins d'énergie. Et pourtant, elle aura le même réseau. Donc, elle amortira le même réseau sur une consommation moindre. Alors, à l'inverse, on peut imaginer que quand on fabrique des smart cities à l'échelle des villes, ou même des quartiers en énergie positive, peut-être que le jour où le provider aura changé son réseau, on sera peut-être en mesure, justement par le biais de la blockchain, d'un certain nombre d'outils sécurisants, de faire en sorte que ce réseau qui sera remplacé sera peut-être de taille inférieure, parce qu'on aura fait descendre la pression et qu'on aura nous-mêmes des quartiers qui sont moins contributeurs au tirage du réseau. Ça, c'est aussi une... Pardon ? Et à la pointe, oui. Et à la pointe. Il y a des outils. Oui, mais là, vous voyez, quand vous me dites ça, par exemple, quand moi je suis citoyen, que je vote, moi je ne sais pas comment EDF calcule son réseau. Je suis incapable, vous voyez, dans le blockchain, je peux avoir l'information sur ce que je consomme, mais moi, je suis incapable de dire comment vous dimensionnez le réseau. Est-ce qu'il est 2 fois trop important, 1 fois, 3 fois? Il n'y a aucune information transparente là-dessus. Alors juste pour rebondir aussi, on est tout à fait d'accord que ces principes donc d'autoconsommation et de fiscalité remettent en cause les bases de notre système énergétique, la péréquation, le principe du timbre-poste. Voilà, il y a un juste milieu à mon avis, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des énergies renouvelables, on voit d'ailleurs dans l'autoconsommation énormément de freins physiques, pratiques, technologiques. Mon toit il ne supporte pas le PV, ça coûte trop cher, etc. L'autoconsommation collective, elle lève nombre de ces freins. Donc voilà, est-ce qu'on freine le développement, sachant qu'au final, ramener la production au plus près des consommateurs, c'est aussi une bonne chose. Et puis aussi, pour un petit retour d'expérience, on a pas mal de sollicitations des bailleurs sociaux. Ça montre aussi qu'il y a il n'y a pas forcément les gens les plus aisés qui pourront seulement bénéficier de ces choses-là. Alors voilà, il faut, en effet, je sais de toute façon qu'à la Creux, il y a en ce moment une consultation à ce sujet-là, et voilà, on espère que les choses seront décidées dans le bon sens, dans un sens juste pour tout le monde. Bonjour, donc Riol Técher. Alors j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette, je travaille sur un programme de recherche qui s'appelle DAISY, qui notamment travaille sur, alors je le dis rapidement, sur les technologies émergentes appliquées au domaine de l'énergie et notamment les technologies blockchain. Et entre autres aussi, je fais partie d'un laboratoire citoyen qui s'appelle La Mine, qui est basé à Lyon. Moi, ma question elle va être assez simple en fait. Comment est-ce que vous traitez le droit des algorithmes en fait dans chacun de vos cas? Je m'explique. Dans toute organisation de système, et je rejoins tout à fait l'intervention de tout à l'heure, la problématique centrale, c'est la problématique de la gouvernance et de comment est-ce qu'on définit les règles en effet de gestion d'un réseau. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans les smart contracts, il n'y a rien de smart, parce que c'est juste des algorithmes qui sont complètement stupides. Et dans le cadre des blockchains, il s'avère que les smart contracts font la pluie et le beau temps. Et que derrière les smart contracts, il y a en effet la notion de, on peut le développer tant qu'on veut, mais de code is law, etc. Le fait que ça soit immuable, il peut y avoir des problématiques. Donc ma question, c'est, ça rejoint le droit des algorithmes, et notamment le droit des scripts qui sont écrits derrière. Quelle est leur validité, quelle est leur potentielle validité, comment est-ce que vous traitez ça aussi dans chacun de vos projets, parce que le droit des algorithmes et le contexte légal d'utilisation de données personnelles est quand même assez contraint et assez complexe. Merci. Le micro à la juriste. Ouais, il gagne du temps, il réfléchit. Alors, l'algorithme, déjà, ça n'écrit. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc, on a quelque chose, un début de commencement. Le Conseil d'État a parlé d'une proposition dans le sens de la réglementation. Il a parlé de loyauté de l'algorithme, de loyauté des développeurs. C'est quelque chose qui est une valeur, on peut dire, un peu archaïque, la loyauté, mais c'est peut-être faute de mieux. Donc effectivement, pour l'instant, on commence à réfléchir au fonctionnement de cet algorithme à travers cette valeur, sachant qu'effectivement, tout concept standard
de consentement, de toutes les règles anciennes de la constitution des 4 périmètres de l'écrit, le consentement, etc., ne sont pas réunis. Voilà, bon. Il est évident que derrière la notion d'écrit ne sera pas suffisante. Celle qui me pose, moi, vraiment le plus question, c'est effectivement cette question de comment fait-on pour empêcher le logarithme de pouvoir être mis à jour, rectifié, avant même de poser la question du consentement et de la compréhension. Je pense qu'il y a déjà, pour les développeurs et au sens pratique, une question qui est immédiate, qui se pose, au-delà de la gouvernance, de la prise en compte d'un dispositif d'ordre public qui viendrait remettre en cause le fonctionnement du logarithme. Bon, on n'est pas dans un livre d'Asimov et le code c'est moi et voilà, mais on n'en est pas loin en fait. C'est-à-dire que les 3 règles du concept autour. Alors, l'un des principes les plus aboutis en la matière, parce que c'est un des plus simples à appréhender, encore une fois parce qu'il est dématérialisé et j'insiste par rapport à l'énergie, c'est celui qui est applicable au droit d'auteur. Dans cette rubrique-là, c'est vrai que les réflexions sont les plus abouties sur la protection et l'application de la blockchain sur le droit d'auteur. Vous me direz, voilà, encore une fois, le périmètre n'est pas le même. Mais cette réflexion autour de la loyauté sur la codification de l'algorithme est un principe que les conseillers veulent porter et qui serait une résolution à prendre dans le cadre de la réflexion à l'échelle de la communauté européenne et qui envisage de mettre en place des commissions de réflexion sur la construction de ce futur droit des algorithmes et surtout de la protection des développeurs. La loyauté, c'est vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Parce que je veux dire, on peut très bien être loyal vis-à-vis de Facebook et pourtant on n'a pas la main sur les données de Facebook. Oui, c'est à double tranchant, tout à fait. Pour revenir sur le smart contract, je partage totalement votre point de vue. C'est un programme qui s'exécute lorsque les conditions sont réunies. Ça peut aboutir à un contrat pour une transaction, mais le mot smart contract est vraiment trompeur. Il y a d'ailleurs des blockchains un peu plus récentes qui appellent pas ça smart contract, mais chain code. Un code de la chaîne, ça a beaucoup plus de sens. Donc il faut en effet faire attention à ce smart contract. S'il est mal écrit, on peut avoir des catastrophes, comme il y en a eu une qui a coûté plusieurs millions il y a quelques mois. Donc en effet, qui porte la responsabilité ? Pour moi, voilà, il faudra vraiment poser les bases là-dessus. Nous, on développe une blockchain, je crois que de toute façon, on en sera responsable. Donc voilà, il y a en effet il faut que ce soit clair et il faut que ce soit clair pour tout le monde et au sein de nos projets, que ce soit la PMO porteuse du projet de l'autoconsommation, les participants, le prestataire de service, il y a en effet une réelle transparence à avoir et voilà, je m'en tiendrai là. Bon, j'ai lu un commentaire sur Code is Law et il dit effectivement Code is Law, oui, mais except when it isn't. Donc, on peut, sous certaines conditions, dire qu'un programme définit les conditions d'un contrat. C'est possible. On peut mettre des formules dans des contrats, donc on peut aussi mettre du code dans des contrats. Mais on a toujours des autres sources que seulement le texte d'un contrat pour interpréter le contrat. Donc, on a toujours des exceptions, ils sont importants, bien sûr, dans le cas des bugs, mais aussi dans des cas où la loi prescrit d'agir différemment. Concernant les blockchains publics, c'est un vrai problème. Concernant les blockchains privés, on connaît les acteurs. On peut demander les dommages, si nécessaire, des acteurs. Et on peut même rectifier la blockchain avec les acteurs connus. Donc, je pense là-bas, le problème est beaucoup moins grand. Bonjour, Olivier Geneste, Trialogue. J'avais une question sur la question de l'historisation qui est stockée dans la blockchain. Il y a évidemment un impact sur le droit à l'oubli qui est derrière. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact sur le grossissement en fait, de la blockchain où c'est aujourd'hui le Bitcoin, par exemple, je crois que la base de données elle fait plusieurs centaines de mégas. Pourtant, il n'y a que 6 blocs par heure.
Et donc du coup, avec des blockchains qui vont être plus dynamiques, plus régulières, on va créer beaucoup de blocs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des questions à se poser sur la pérennité de la blockchain, à stocker tous les éléments dedans, en termes de performance, aussi si on veut la stocker dans des objets connectés qui ont peut-être peu de puissance, peu d'énergie et peu de stockage. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui, à votre connaissance, des initiatives pour travailler sur des travaux d'agrégation des données historisées, par exemple pour ne garder que les transactions qui n'ont pas été effacées depuis, et donc du coup avoir une vision agrégée, et sachant qu'il faut évidemment qu'elle soit mise en œuvre dès le départ, vu qu'il n'y a qu'au départ, quand on définit le code de la blockchain, qu'on fixe les règles, et que c'est compliqué de les changer après coup. Bon, deux choses, je pense. Le problème de la quantité de données, c'est plutôt l'augmentation dans l'usage de la blockchain ou d'une blockchain spécifique. Quand on regarde Moore's Law, on a assez de place de stocker tout ce qu'on a eu dans le passé comme les savoirs en total. Mais quand il y a une croissance des acteurs et des choses qui se font sur les blockchains, ça pose un problème. Concernant l'histoire de la blockchain, il y a, par exemple, pour Bitcoin, il y a la possibilité de charger pas toute la chaîne, mais seulement les transactions qui sont nécessaires pour vérifier les dernières transactions. Donc, il y a des autres concepts qui sont là pour abréger un peu la synchronisation, mais ça risque toujours qu'on perd la sécurité. Parce que si on ne charge pas tout, il faut faire confiance aux autres. Donc, si on a une blockchain privée, c'est bien possible. C'est pas un problème, on peut gérer tout ça. Pour une blockchain publique, il faut quand même avoir des nœuds qui ont toute l'information pour être sûr qu'il soit juste. Pour compléter, il y a quand même un paquet de gens très intelligents qui travaillent au développement même des blockchains, donc des structures très bas niveau. Et il y a des gens qui se posent des questions là-dessus, et notamment qui travaillent à en gros des algorithmes comme les données d'il y a 5 ans, on les regroupe toutes, on fait un hash avec toutes ces données-là. Bien sûr, ce sera très long de les réouvrir, et c'est au final des problématiques informatiques qui existent déjà sur les systèmes centralisés. Donc, voilà, il y a des solutions. C'est quelque chose, au final, on perd en effet en sécurité si l'ensemble des nœuds ne garde que la fin des chaînes. Mais voilà, les historiques peuvent être compressés de façon à gagner en espace et en rapidité. Pour poser une autre question à monsieur là de Sunchain. J'ai vu que vous avez développé un petit module qui se mettait dans le Linky. Est-ce que vous pourriez en dire plus, d'une part, si ce module, comment il communique finalement avec les systèmes d'information, et dans quelle mesure il pourrait passer à l'échelle pour faire autre chose? C'est-à-dire que je comprends bien que quelque part, on revient à cette histoire de la gouvernance des données, c'est que vous estimiez que dans le système de gouvernance des données tel qu'il existe, vous n'aviez pas le pas de temps suffisant et le temps réel suffisant pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc vous le développez à travers un petit module qu'on vient plugger dans le Linky. Donc en dire un peu plus sur ce module, et puis voir si, quelque part, Enedis ou je ne sais pas quoi, pourrait développer cette solution pour répondre à ce besoin. Alors, au niveau du pas de temps, on n'a pas de problème, et on n'a pas non plus vocation à remplacer Enedis sur le comptage de l'énergie. Vraiment, le but, c'est de se baser sur les compteurs existants. Donc ce module, initialement, c'est seulement de la télécommunication, en fait, pour rapatrier les données. On travaille à de nombreuses pistes, en fait. C'est difficile de vous en dire plus. Mais voilà, on travaille à plusieurs pistes sans matériel, avec ce petit boîtier qui aurait différentes technologies de télécom, que ce soit du bas débit, Sigfox, LoRa, etc., ou autre, ou éventuellement à des agrégations de données un peu plus larges. C'est dans les rouages. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que là aussi, c'est en cours d'optimisation. Et ce boîtier, aujourd'hui, il
il ressemble à rien. C'est pas encore quelque chose qu'on a développé qui est joli et qui est fonctionnel. On est vraiment en train d'optimiser ce côté-là de la solution. Un complément avant de terminer ce forum. Il faut quand même rappeler une décision du Conseil d'État qui a dit que tout ce qui était aval compteur, et notamment ces modules qui permettent de récupérer à l'intérieur du bâtiment ou du logement les données contenues dans le compteur Linky, ne rentraient pas dans le périmètre du distributeur. Donc je crois que ce débat est derrière nous. On est dans le domaine concurrentiel et chacun peut y mettre son propre module. Je vais demander au directeur général de l'ACRE de bien vouloir conclure ce forum sur la blockchain. Merci beaucoup. Écoutez, ma conclusion soit très brève. Un grand merci à nos 4 intervenants pour leurs exposés puis pour la réponse aux différentes questions. Merci pour vos participations à ces débats. Et puis rendez-vous en janvier prochain pour le prochain forum consacré au Smart Grid organisé par la CRE. Le sujet est en cours de discussion et donc on pourra vous en dire plus si vous suivez notre site internet ou si vous êtes abonné à notre newsletter. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.